Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 7 avril. Normalement, vous avez repris les études, le taf. Eh bien, on va parler de Camavinga pour fêter ça. Ça n'a absolument aucun rapport. C'est la pire introduction du monde. Mais ça va être le sujet d'ouverture, l'avenir d'Eduardo Camavinga. Ensuite, on parlera des horaires de la Coupe du Monde et des matchs. Il va falloir se préparer parce que franchement, si vous supportez notamment un club du Maghreb, côté horaire, ça va être horrible. Il n'y a pas d'autre mot. On parlera d'une proposition pour relancer le football italien, et là c'est hyper intéressant, je le mets à travers le format news, mais je pense qu'un de ces quatre, j'élargirai un petit peu le sujet pour en parler de manière un peu plus globale. On parlera de l'avenir de Cancelo, et enfin on terminera avec un petit avant-match pour le Real Madrid face au Bayern Munich, ce qui est l'affiche de la journée. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Les rumeurs pleuvent sur un départ d'Eduardo Camavinga du Real Madrid et Fabrizio Romano a mis les choses au clair dans une vidéo, et c'est un truc assez drôle quand tu connais les codes. Ça reste un joueur important qui n'est pas en dehors du projet, le club n'est pas pressé de le vendre, mais une vente pourrait arriver en cas de très grosse offre. Quand on lit entre les lignes et qu'on sait un petit peu comment ça fonctionne en matière de mercato, ça veut dire que Camavinga est pas un joueur qu'on bradera du côté du Real Madrid, qu'il est sur le marché, mais qu'il faut s'attendre à avoir un club très dur en négociation. Et il faut quand même dire qu'Eduardo Camavinga, il traverse une période qui est assez invraisemblable et très compliquée. Il a reculé dans la hiérarchie de l'équipe de France, le dernier rassemblement l'a montré de façon très nette, et au Real Madrid, il a une situation qui est quelque peu complexe aussi. Ses minutes de jeu, c'est un petit peu un coup t'es sur le banc, un coup t'es blessé, un coup t'es titulaire, c'est un sorte d'entre-deux en termes de statut. Il a joué 45% des minutes et c'est déjà sa 5e saison au Real Madrid, et ça j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier parce que oui, Eduardo Camavinga reste un jeune joueur, il a entre guillemets que 23 ans, mais il n'est pas à considérer comme n'importe quel jeune joueur. Plus de 200 matchs au Real Madrid, plus de 300 matchs en professionnel, il est censé avoir passé un cap et finalement, t'as pas l'impression qu'il est meilleur au cours de ces derniers mois, ces dernières saisons que quand il est arrivé en Espagne. Il n'y a pas une grosse progression, sa valeur marchande a même chuté depuis 2 ans et puis la concurrence, ça se fait de plus en plus sentir. L'émergence de Thiago Pitarch au milieu de terrain fait mal, mais surtout, je me dis que Camavinga a déjà du mal à s'imposer alors qu'on lui a laissé 5 saisons, alors que il n'y a pas non plus 4000 gros joueurs ayant son profil à son poste, donc il suffirait que le jeune continue à se développer pour que Camavinga soit bien relégué. Il suffirait que le Real Madrid recrute un gros joueur pour que Camavinga soit encore une fois bien relégué. Alors l'idée, c'est pas de vous dire que Camavinga est finito, il a 23 ans, il a un brillant avenir devant lui, c'est un joueur de talent, mais simplement, j'ai l'impression qu'il arrive à une sorte d'impasse au Real Madrid. S'il n'a pas réussi à franchir le cap en 5 ans, je vois pas pourquoi il réussirait à le franchir désormais. Je pense que ce qu'il faut à Camavinga, c'est un petit peu de changement d'air en fait, aller dans un gros club anglais, avoir une importance un peu plus grande au sein d'un effectif, être confronté à des Golgoths de Première Ligue. Franchement, j'ai l'impression qu'on arrive à une impasse et qu'une vente, ça pourrait être la meilleure chose possible à la fois pour le Real Madrid et à la fois pour le joueur. Donnez-moi votre avis. Bon les amis qui supportent l'Algérie, j'espère que vous levez tôt ou que vous vous couchez tard. Finalement, les horaires de la sélection algérienne sont tellement invraisemblables à la Coupe du Monde que tu sais même pas s'il faut se lever tôt ou se coucher tard. Le journal L'Équipe en a fait un tweet, mais de manière générale, c'est un peu la double peine pour cette Coupe du Monde parce qu'on rappelle que les États-Unis ont mis en place une caution financière pour avoir un visa. Cela touche les supporters algériens, mais également ça concerne la Tunisie, ça concerne le Cap-Vert, ça concerne plusieurs pays. Alors déjà que c'est très compliqué de se rendre aux États-Unis pour assister à une Coupe du Monde parce que ça coûte une blinde, mais là ça rend ça encore plus compliqué, donc effet double peine. Mais finalement des horaires un petit peu exotiques, on va dire ça comme ça, on en a pas mal. Je vous mets une petite infographie qui a été réalisée par l'association de supporters des Bleus irrésistibles français. Vous avez tous les horaires et le décalage horaire fait des ravages. Alors vous voyez les horaires la heure française, mais dites-vous que Afrique du Sud, Corée du Sud, ça fait 3h et 10h en heure locale. Alors forcément, l'Amérique du Sud s'en tire bien par la proximité géographique, tout simplement, et les fuseaux horaires. En Europe, j'ai tendance à considérer que notre protection vient davantage des enjeux économiques, parce que nos diffuseurs touchent un marché qui est relativement riche, où il y a beaucoup de droits TV à aller chercher.
L'équipe de France est relativement épargnée, on va avoir du 21h, mais aussi une petite rencontre à 23h. Mais dans tous les cas, cette Coupe du Monde, pour certains pays, elle va être très compliquée à suivre. Je le redis, il faudra être très matinal ou très couche-tard, j'arrive même pas à trancher. Et si on forçait les clubs de Serie A à forcément aligner un joueur U19 italien sur le terrain? C'est la proposition de Spalletti pour sauver le football de son pays, et je dois vous avouer que je trouve ça assez malin en fait. Alors évidemment, c'est pas la news du siècle. Il y a déjà des ligues qui mettent des choses comme ça de façon indirecte. Par exemple, en première ligue, on a un quota de joueurs formés qui s'impose. C'est pas un truc aussi explicite que ce que propose Spalletti pour l'Italie, mais dans l'idée, on est quand même sur la même philosophie. Pour le football italien, je trouverais que ça ferait sens parce qu'on le sait, l'Italie c'est un championnat qui correspond un peu au cliché qu'on en a quand même, c'est-à-dire que le rythme n'est pas forcément effréné, la rigueur tactique est très importante et du coup ça favorise le recrutement de profils expérimentés comme un Luka Modric par exemple, comme un Kevin De Bruyne, et ça freine un petit peu l'émergence des jeunes Italiens. En faisant ça, tu forcerais les clubs à miser un petit peu plus sur la formation et en termes de vision globale du foot, ben moi c'est un truc qui me plaît, parce que ça veut dire que les clubs ce serait pas forcément qu'une course à l'armement avec qui va recruter le plus gros mercenaire en ayant un très gros budget mercato. T'aurais besoin de miser sur la formation. Tout le monde aime les jeunes joueurs qui sortent du centre de formation du club qu'ils supportent. Tout le monde aime ce genre d'histoire. Là, ça pousserait les clubs à aider au développement réel du football, au développement local du football. En plus de ça, c'est un moyen également de faire des économies, ce qui fait que même pour la Ligue 1, par exemple, même si on n'a pas de problématique à sortir des internationaux, parce qu'on a un réservoir de talent français qui est assez grand, je trouve que ça pourrait faire sens. Donc franchement, la proposition de Spalletti, c'est peut-être un peu du bricolage, mais ça reste une très bonne idée. Cancelo devrait rester au FC Barcelone, le club en a informé l'entourage du joueur, mais ce qui est assez marrant, c'est que s'il y a la volonté du Barça de garder le joueur, eh bien il n'y a pas encore d'accord avec son club, à savoir Al Hilal, et il va falloir négocier désormais. C'est bien beau de prévenir l'entourage du joueur, mais il va falloir convaincre le club qui est encore propriétaire du contrat du joueur. Parce que oui, Cancelo est prêté depuis ce mercato hivernal au FC Barcelone, mais il est sous contrat avec Al Hilal jusqu'en 2027. Reste que du côté du Barça, il y a pas mal de facteurs d'espoir à mon sens. Le premier, c'est qu'un contrat jusqu'en 2027, ça expire bientôt, qu'il va falloir décider quoi faire de l'avenir de Cancelo et qu'un départ au Barça, ça peut être une solution. Le deuxième point, c'est que Cancelo, c'est un joueur qui a été évacué en cours de saison pour des raisons. Il y a le quota de joueurs étrangers du côté de la Saudi Pro League et plus précisément dans son équipe qui pose question. Il y a des désaccords avec son entraîneur. On sait que ça passe pas formidablement bien avec Inzaghi et vous avez vu la valeur marchande du joueur. Il a un certain âge, il arrive à la fin de son contrat, donc il peut se négocier pour pas grand chose. Ça autorise l'espoir du côté du FC Barcelone, mais est-ce que c'est l'espoir de le recruter pour très peu cher? Est-ce que c'est l'espoir de voir carrément le joueur arriver librement au FC Barcelone? Je suis pressé de voir comment ça va terminer, mais en tout cas, Cancelo, joueur magique, mais joueur à la carrière un petit peu bordélique, regardez-moi ça, il aura connu 8 clubs jusqu'à présent avec beaucoup de prêts et c'est assez fou parce que finalement c'est un joueur d'exception mais t'as quand même l'impression qu'il a eu du mal à s'imposer dans pas mal de contextes. Je pense qu'il ferait du bien au Barça, en tout cas il est apprécié par le staff, par ses coéquipiers, donc s'il pouvait poursuivre là-bas, tout le monde serait gagnant. Nous avons les compositions attendues pour le Real Madrid face au Bayern Munich, le gros choc de la Ligue des Champions. C'est le journal L'Équipe qui nous propose ces versions. Alors, côté Real Madrid, on a eu le retour de Kylian Mbappé, vivement critiqué, on en parlait hier, mais là, c'est le genre de match où il est attendu car tout se joue pour lui. Au milieu de terrain, on a donc Camavinga derrière Pitarch dans la hiérarchie, ça en dit long. Et finalement, en charnière, le journal L'Équipe avance sur Huijsen et Rudiger, là où moi, j'avoue que je sentais plutôt Militao à la place de Dean Huijsen. À voir, en face, tu as du Olise, du Kane, du Luis Diaz, ça a quand même de la gueule, il va falloir bien défendre face à ça, et puis surtout, cette formation du Bayern Munich, elle a l'air hyper puissante, mais je rappelle qu'il y a un talent qui manque, c'est Musiala, blessé à la Coupe du Monde des clubs, il a manqué tout le début de saison, il a ensuite fait un timide retour, une rechute, il a refait un timide retour, mais pas en tant que titulaire, on ne l'attendra pas au départ du match, il fera peut-être une petite entrée, mais c'est vous dire à quel point le Bayern est une équipe impressionnante, puisqu'ils sont capables d'aligner autant de talents offensifs
sans avoir Musiala qui est quand même un joueur qu'on peut qualifier de générationnel sans trop prendre de risques vu que c'est un talent à l'état brut absolument formidable. En tout cas, ça va être une rencontre où le Bayern Munich apparaît comme l'ogre de la compétition, une des équipes les plus impressionnantes. Mais je rappelle un truc, c'est que Manchester City c'était également très impressionnant, on les voyait également très supérieurs au Real Madrid. Vous savez comment ça s'est terminé, c'est toujours un petit peu délicat de se mouiller et de jouer contre la maison madrilène. Justement, je vais vous proposer les codes dans une partie sponsorisée par Winamax. Vous avez le code promo TMF10 qui vous donne 10 € en free bet si vous l'utilisez lors de votre inscription. Et en plus de ça, Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 € et ça aide la chaîne si vous utilisez le code promo TMF10. Sur les cotes, le Bayern Munich est immense favori à 2,25. Je dis immense parce que la différence elle est quand même assez majeure pour deux clubs gigantesques. T'as généralement pas des différences incroyables quand t'as deux clubs de cette stature et surtout le Bayern joue à l'extérieur. Sur les pronos les plus posés, vous avez le Bayern du Mbappé, des buts des deux côtés. Hier j'avais mis en avant les deux équipes qui marquent et Kylian Mbappé qui marque également, mais la cote a un petit peu baissé entre temps, donc si je devais refaire mon prono désormais, peut-être un peu plus la victoire du Bayern Munich. Mais bon, je l'ai dit, aller contre le Real, c'est toujours quelque chose où il faut oser, parce que le Real Madrid a une capacité à déjouer les pronostics qui peut surprendre. En tout cas, le match s'annonce dantesque. Terminé pour le journal du jour. Hier, je voulais vous faire une vidéo un petit peu globale sur le Real Madrid, c'est ce que je vous avais teasé, et au final, vous avez vu sortir une vidéo sur Kylian Mbappé de manière spécifique. J'y ai glissé une petite phrase durant la vidéo, justement, en disant que j'avais changé de stratégie en cours de route, parce que je trouvais ça hyper intéressant de m'attarder un petit peu sur Kylian Mbappé, et c'est toujours assez marrant de voir les débats que ça suscite et surtout dans les titres et même dans le tweet que j'ai fait, j'ai employé le mot haine autour de Kylian Mbappé et ce qui est marrant c'est que je me rends compte qu'il y a assez peu de personnes qui remettent en question le fait qu'on peut avoir de la haine autour de Kylian Mbappé et pourtant le mot haine c'est un mot qui est hyper fort quoi. Enfin je sais pas vous mais moi j'ai la haine contre personne dans la vie ou très peu de personnes. Enfin, faut vraiment qu'on vous fasse un truc horrible pour que vous ayez une haine contre quelqu'un. Et il y a plein de gens qui, quand on va parler de haine autour de Kylian Mbappé, vont justifier ça par certaines attitudes et tout, mais vont pas remettre en question le fait qu'on parle d'un sentiment aussi fort que la haine, quoi. Mais parce que pour le coup, il y a plein de gens qui ont la haine et je trouve ça assez ouf. Bref, c'était le petit retour sur la vidéo d'hier. Je me sentais obligé et je me dis, bon, le journal, au-delà de vous teaser la prochaine vidéo, ça peut vous faire aussi un commentaire de la vidéo de la veille. Cet après-midi, on parlera du match entre le PSG et Liverpool. Vous avez peut-être vu sortir certaines sortie médiatique justement très confiante pour le Paris Saint-Germain. Alors c'est pas grave, du moment que ce ne sont pas les joueurs ou l'entraîneur qui a cette surconfiance, j'aurais dire qu'on s'en fout un peu, mais toujours un petit environnement médiatique français intéressant à analyser autour du PSG. On en reparle cet après-midi, passez une bonne journée, rendez-vous aux alentours de 17 h, salut.